Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chaos Global, le journal du courrier des stratèges. Édouard, merci d'être là. On a changé un peu de cadre grâce à Jennifer, que je salue, qui fait un effort pour qu'on sorte du sauna. Elle nous a mis dans un salon. J'en profite quand même pour remercier les contributeurs qui nous ont envoyé plein de documents pour la levée de fonds. J'en profite pour dire que nous avons la Poste a perdu un courrier recommandé qui nous a été envoyé. On vous contactera, celui qu'on a perdu, on ne sait plus très bien qui c'est. Mais merci en tout cas de votre engouement pour le courrier. Comme d'habitude, nous allons parler d'actualité internationale, d'actualité nationale, d'actualité économique. Nous vous disons l'important pour comprendre la semaine qui va s'écouler, l'actualité qu'il faut absolument connaître. Et tout de suite, nous commençons bien entendu par l'Ukraine. Nous allons parler de Gaza, nous allons parler des conservateurs et de l'influence des Trumpistes sur les conservateurs en France, ou de certains conservateurs en tout cas. Nous dirons quelques mots sur la loi immigration et nous terminerons par la page économique avec le projet de Bruno Le Maire de diminuer la durée d'indemnisation chômage des seniors. C'est un sujet qui, je sais, vous intéresse. Nous en parlerons plus longuement. Et puis, 2 mots sur la crise politique en Allemagne. Crise politique qui est aussi une crise de la dette et donc qui concerne également la France. Alors quelques mots tout de suite, nous commençons par l'Ukraine dont plus personne ne parle. Moi j'ai lu des titres dans la presse subventionnée qui disaient l'Ukraine prête à reconnaître sa défaite ou l'Ukraine face à la perspective de la défaite militaire. En même temps, on a de temps en temps des articles de remobilisation qui disent mais Zelensky annonce qu'il n'est pas battu et qu'il a bon espoir de gagner. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Où en sommes-nous de la guerre en Ukraine, Édouard? Alors d'abord sur le plan militaire, c'est assez simple. Il y a une petite tête de pont en face de Kherson, mais qui est devenue ce qu'on appelle d'un horrible terme un hachoir à viande, c'est-à-dire que une fois de plus, les Russes ont laissé s'avancer l'armée ukrainienne pour ensuite la bombarder massivement. Et comme c'est une question d'honneur maintenant pour les Ukrainiens de ne pas lâcher cette tête de pont, il y a des pertes tout à fait considérables. Autre point du front important, Avdiivka, où là on voit, comme on l'annonçait les 2 semaines précédentes, l'armée russe avancer régulièrement et pour l'instant elle ne veut pas refermer la tenaille pour la bonne raison que plus il y a de troupes ukrainiennes qui s'enfoncent, plus on refait ce qu'on a fait à Bakhmout, c'est-à-dire d'en profiter pour user l'adversaire. Ce qui est important, je pense, au-delà de ça, c'est sur le front diplomatique, puisque les États-Unis et l'Allemagne essayent d'imposer l'idée que soit il y a un cessez-le-feu qui est négocié, soit il y a un gel de la ligne de front. Et alors, on arrive à quelque chose qui est quand même tout à fait étonnant quand on pense aux origines de l'Union européenne et de la communauté européenne. Les Américains ont utilisé il y a quelques jours l'expression d'un Schengen militaire, d'un Schengen de la défense européenne. Alors, quand on se rappelle que Schengen c'était la libre circulation des personnes et dans un but pacifique, et là, ce qu'on explique, c'est qu'il va falloir mettre en place un système où les armées des différents pays européens pourront circuler en évitant la bureaucratie, les autorisations, etc. Elles circuleront librement d'un pays à l'autre. Qu'est-ce que les Américains ont en tête? Ils savent qu'ils vont perdre la ligne de front ukrainienne, qu'elle va en tout cas avancer vers l'ouest, donc reculer du point de vue occidental. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une deuxième ligne qui contiendrait la puissance russe où, après que les Ukrainiens ont servi de chair à canon, ça serait le tour des Polonais et de quelques autres. Voilà, c'est ça, le fameux Schengen de la défense. Alors, concrètement, qu'on comprenne, l'Ukraine, elle est en situation de défaite ou en situation de victoire? Défaite. Elle est en situation de défaite. Et la question, c'est de savoir quand, d'une part, le gouvernement ukrainien, d'autre part, le gouvernement américain vont le reconnaître. Et pour l'instant, tout le monde essaye de biaiser avec la réalité. Tant qu'il y a des Ukrainiens mobilisables, on peut faire croire que la défaite n'est pas encore là. Alors, on va continuer à suivre ça, mais c'est assez conforme d'ailleurs à ce que tu dis depuis plusieurs mois sur ce sujet. Sur Gaza, qui est le sujet qui obsède tout le monde, on a eu le sketch de la libération des otages partielle, de la trêve.
que le Hamas essaye d'étendre. Où en sommes-nous aujourd'hui de la situation militaire avant d'évoquer la question diplomatique à Gaza ? Alors, sur la situation militaire, les observateurs extérieurs, impartiaux, disent que le fait qu'Israël ait accepté le cessez-le-feu provisoire, la trêve de 4 jours, confirme plutôt ceux qui pensaient que Israël avait des difficultés sur le terrain. Pour une raison très simple, c'est que c'est une guerre asymétrique. Et qu'il se confirme qu'il y a bien les dizaines, voire centaines de kilomètres de tunnels, et que le Hamas et les autres mouvements combattants palestiniens les maîtrisent comme leur poche, et que, au fond, l'armée israélienne ne va pas s'y risquer. En fait, certains disent aussi défaite militaire pour l'instant pour Israël, puisqu'ils n'ont pas réussi à localiser les otages. Ce sont les combattants palestiniens qui libèrent les otages au terme d'un accord négocié sous l'égide de l'Égypte et du Qatar. On en est au 4e jour de ce cessez-le-feu, normalement le dernier jour, et la question qui se pose, c'est de savoir si les négociations qui ont eu lieu toute la journée d'aujourd'hui, après que le cabinet de guerre israélien a autorisé Netanyahou à négocier sur ce fait, est-ce qu'on va prolonger la trêve de quelques jours, jusqu'à 10 jours, disent les Israéliens, de manière à pouvoir faire libérer 10 otages tous les jours. Évidemment, on oublie souvent dans les médias occidentaux que ça veut dire qu'il y a aussi des prisonniers palestiniens qui sont libérés, et en nombre 2 à 3 fois plus important à chaque fois. On voit donc qu'on est loin de l'objectif initial, nous allons éradiquer le Hamas. Oui, mais est-ce que ça signifie quand même que, si je t'écoute, on peut avoir l'impression qu'au fond, Israël est en train de reculer ou abandonne son objectif de guerre, mais quand même les hostilités vont reprendre après cette trêve. Il va y avoir de nouveaux combats, de nouveaux bombardements. On a vu la semaine dernière qu'avant l'entrée en vigueur de la trêve, il y a eu une intensification des bombardements israéliens. La guerre n'est pas finie. Israël va bien continuer à combattre. Alors la question précisément, c'est si ça reprend, et selon beaucoup de probabilités ça va reprendre, c'est pour faire quoi ? C'est pour continuer à bombarder Gaza. Ça va détériorer toujours plus l'image d'Israël dans le monde. Est-ce que c'est pour dire enfin nous allons attraper les terroristes que nous traquons depuis plusieurs semaines ? Pourquoi est-ce que ça va aller plus vite maintenant que dans les 5 ou 6 semaines qui se sont écoulées. Donc en fait, le problème pour le gouvernement israélien, c'est un problème d'objectif. D'autre part, les États-Unis font pression pour prolonger la trêve, et il y a une pression diplomatique toujours plus importante venue de Russie, de Chine et de l'OIC, qui est l'organisation qui regroupe les États de religion musulmane. Donc on a une situation où sans doute il va y avoir une reprise de la guerre, mais pour Israël, ça n'est pas clair de savoir dans quel but. Par ailleurs, on voit bien qu'il y a en Cisjordanie, là aussi, des affrontements, de la violence entre l'armée israélienne ou des colons et les Palestiniens. Mais là aussi, on ne sait pas à quoi tout ça va servir finalement du point de vue de la stratégie israélienne qui était celle d'éradiquer le terrorisme. Ton sentiment, c'est que, au fond, est-ce que l'hypothèse qu'on entend, qui est d'une stratégie génocidaire d'Israël, c'est-à-dire de bombardements intensifs pour rendre Gaza inhabitable, pour forcer la population à fuir, est-ce que ce scénario te paraît plausible, et est-ce qu'il te semble qu'Israël peut parvenir à le réaliser si ce sont vraiment les objectifs israéliens ? Il me semble que plus le temps passe, plus l'idée d'expulser les Palestiniens, de les conduire à partir, devient difficile à réaliser.
On a vu dès les premières semaines de la guerre que l'Égypte a fermé sa frontière, refusant d'accepter un exode des Palestiniens de Gaza. Alors, il y a un plan qui circule au sein du gouvernement israélien, disant il faut qu'un certain nombre de pays, peut-être jusqu'à une centaine de pays, acceptent de recevoir des Palestiniens. On se souvient que Thierry Messant, dans l'interview qu'il nous a donnée la semaine dernière, a reparlé de ce plan qui a été diffusé d'ailleurs par la presse israélienne. Voilà. En réalité, s'il y a une victoire politique des mouvements combattants palestiniens, c'est sans doute d'avoir ramené au cœur des discussions la question d'un État palestinien. Alors d'un côté, il y a tous ceux qui disent c'est impossible, ça ne se fera jamais, et puis de toute façon, Israël a tellement grignoté de terre, regardons par exemple la Cisjordanie, que ça ne peut pas se faire. Le problème du point de vue d'Israël, c'est que les images des bombardements de Gaza sont tellement terribles et ont suscité une telle désapprobation dans le monde entier que diplomatiquement, il va devenir de plus en plus difficile de s'opposer à l'idée chinoise d'une conférence internationale pour enfin stabiliser la situation et pour mettre fin à 75 ans de conflit quasi ininterrompu. Alors moi, ce que je trouve quand même frappant dans cet épisode nouveau de la guerre israélo-palestinienne qui dure depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, rappelons-le, avec des intensités variables, ce que je trouve frappant, c'est que partout dans les élections qui ont lieu en ce moment, on voit l'émergence, en tout cas en Occident, d'une force très mondialiste et très tournée vers la défense des intérêts israéliens. Alors je rappelle que The Economist, qui est la revue bien connue américaine, a souligné que près de la moitié près de la moitié de la population mondiale allait voter cette année, en 2023-2024, en tout cas en 2024. On voit que les élections en Argentine ont porté Javier Milei au pouvoir. C'est un ami d'Israël, même si nous en disons du bien par ailleurs. On voit que Geert Wilders aux Pays-Bas a remporté haut la main les élections avec 37 sièges sur 150, ce qui est un résultat totalement historique en Hollande. Geert Wilders a vécu dans un kibbutz quand il avait 18 ans. Il est très proche d'Israël. Il s'est même déclaré dans un article du Volkskrant, qui est un journal néerlandais, article qui a été nettoyé dans les archives d'Internet. Il s'est déclaré agent du Mossad à l'époque. C'est une interview de 2008 ou 2009. On voit qu'il y a partout dans les élections un mouvement qui est pro-israélien, avec une opinion publique occidentale qui en même temps est plutôt qualifiée de pro-palestinienne, ou en tout cas qui est taxée, on va dire ça comme ça, d'une forme de réticence vis-à-vis de la propagande israélienne telle que nous la subissons de la part du cartel des médias subventionnés quotidiennement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, et je pense évidemment à la conférence des conservateurs qui a eu lieu le 10 novembre, dont certains ont peut-être entendu parler, qui a eu lieu en France, qui a été organisée par un mouvement conservateur dont Edouard va peut-être nous dire quelques mots, conservateur américain. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une intervention de certains services, de certaines forces, de certains réseaux, de certains influenceurs pour structurer dans les mouvements dits populistes ou les mouvements de droite une forme de soutien à Israël, à la vision pro-sioniste du monde? La réunion qui s'est tenue à Paris le 10 novembre avait été organisée par un réseau qui dépend du Parti républicain américain, qui s'appelle les Republican Overseas, c'est-à-dire les républicains outre-mer. C'est un réseau qui actuellement est plutôt favorable à Donald Trump et qui donc essaye de mobiliser. Et il y avait des personnalités importantes du conservatisme français. On peut dire les noms. Il y avait Jean-Frédéric Poisson, il y avait Laurence Trochu, il y avait Éric Zemmour, il y avait Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot. Et donc ils ont quelques influenceurs par ailleurs. C'est Éric Morillo que certains ont
connu sur Sud Radio, qu'on connaît maintenant sur TV Liberté, qui était souvent le modérateur des débats. Était invité aussi André Berkoff, l'ami André Berkoff, qu'on salue, mais qui, je crois, a assumé ses positions très pro-sionistes et très pro-mondialistes à l'occasion de la crise en Israël. Il y avait aussi des Hongrois, des membres du Fidesz ou proches. Et donc, effectivement, je crois qu'on est devant un paradoxe. Beaucoup de gens qui étaient classés à droite, voire très à droite, ont vu finalement dans le soutien à Israël un moyen de rejoindre l'establishment. Et c'est bien ce qui se passe, puisque au fond, au départ, le point de vue pro-israélien quasi inconditionnel, c'est plutôt un point de vue néoconservateur. Et néoconservateur, paradoxalement, ça veut dire plutôt proche du Parti démocrate américain. Puisque voilà. On rappelle que les néoconservateurs sont une émanation des démocrates historiquement. Mais je crois que la tentation pour un certain nombre de conservateurs, en France ou aux Pays-Bas ou ailleurs, étant donné qu'ils sont confrontés aux conséquences des guerres américaines au Proche-Orient, qui ont fait partir beaucoup de monde et qui ont donc amené en France des populations musulmanes. C'est de dire il faut se défendre contre une invasion de l'islam ou de populations musulmanes, etc. Et donc on boucle la boucle en disant mais évidemment que nous sommes pro-Israël puisque Israël est en lutte avec le Hamas ou avec des musulmans, etc. Et là je crois que c'est un piège. C'est un piège parce que la réalité des populations en Europe, c'est une réalité beaucoup plus nuancée. Je ne dis pas qu'il y ait d'apologie de la violence dans nos populations. En revanche, s'il n'y a pas apologie de la violence, il y a défense d'aucune solution violente de quelque côté que ce soit. Et d'ailleurs, si on laissait paraître les sondages, on verrait que la population française, comme la population allemande, comme la population italienne, et j'imagine aussi la population néerlandaise, est profondément divisée sur le sujet. Elle est coupée en deux. Et au fond, on peut réunir tout le monde avec l'idée il faudrait un cessez-le-feu à Gaza. Bon. Et donc je crains, moi, que ce soit un piège pour les conservateurs français comme pour d'autres, qui est de se couper de ce qui est leur raison d'être, qui est une base populaire. Or, je crois que la base populaire, elle est beaucoup plus nuancée que ce que nous disent les médias et ce que pensent certains dirigeants du conservatisme. Alors, quand même, dans ce dossier, je crois que la participation à la journée de ce mouvement Republican Overseas coûtait 600 €, le dîner coûtait 1100 €. Est-ce que ça signifie que les mouvements, ou certains mouvements conservateurs, on va dire ça de Florian Philippot jusqu'à Éric Zemmour, qui a été très actif dans cette journée, il a parlé 2 fois, oui. Il a parlé 2 fois. Est-ce que ces mouvements conservateurs sont mis à contribution pour financer la campagne de Donald Trump? Il est certain que c'était une réunion de l'entre-soi et il est certain que ce n'était pas accessible à tout le monde. Donc j'insiste, ce n'était pas une réunion populaire. Or, il me semble que à 600 €, c'est peu populaire. Il me semble que ce qui a fait la force du conservatisme en Europe dans ces 20 dernières années, c'était précisément son côté populiste, son côté d'intégration d'un certain nombre de gens qui avaient le sentiment d'être exclus par le système. Et donc là, oui, on a quelque chose d'assez curieux qui se passe parce que, autant que je sache, les meetings de Donald Trump ne sont pas payants. On a effectivement la sélection d'un certain nombre de gens qui forment une sorte de club, mais je crois que l'intérêt de cette réunion, c'est du point de vue américain, de prendre en main les conservateurs qui vont, selon toute vraisemblance, être de plus en plus influents dans la politique européenne. Est-ce qu'on assiste à une récupération des mouvements populistes par le grand frère américain ou par l'idéologie atlantiste ? Il faut se rappeler que ce qu'on appelle d'un bon ou d'un mauvais terme l'État profond, il est finalement plus divisé que ce qu'on croit. Il est peut-être majoritairement démocrate ou plus proche des démocrates, mais il a aussi une partie républicaine. Il se trouve que le mandat de Joe Biden apparaît
au moins partiellement comme un échec, en tout cas sur le plan de la politique étrangère, sur le plan économique on verra, et dans ce cadre-là, les néoconservateurs plus proches du Parti républicain se disent il va falloir qu'on intègre au moins en partie le mouvement trumpiste, il va falloir essayer de le canaliser pour le neutraliser et le faire servir aux objectifs de l'État profond américain. Et de ça fait partie aussi une prise en main des mouvements conservateurs internationalement parlant. Donc, pour ceux qui s'intéressent à notre actualité, rendez-vous demain, j'interviewe Youssef Indy sur ce sujet, donc nous aurons l'occasion de reparler de cette question. On en profite pour signaler qu'en France, comme un fait exprès, le sujet de l'immigration, de la lutte, du combat entre civilisations, de la question de la place de l'islam et des musulmans en France est fortement débattu à l'occasion de la loi immigration qui, je vous le signale, arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui en commission pour être discutée avec du côté macroniste de fortes intentions chez certains de détricoter ce qui a été construit au Sénat, notamment tous les amendements qui ont durci le droit d'asile et qui ont durci le droit du sol et les conditions d'intégration des immigrés. La fameuse tragédie de Crépol où un adolescent a été poignardé à mort lors d'une soirée. Tout ça donne le sentiment de faire long feu. On voit désormais des mouvements de jeunes, on va dire ça, identitaires, qui se promènent dans les rues, il y a eu des violences à Romans, sur Isère, ce week-end. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, autour de cette montée de tensions aux États-Unis, tensions électorales aux États-Unis, et notamment de la campagne de Donald Trump, est-ce qu'il y a une tentation d'exacerber les relations interethniques, on va dire ça comme ça, en France, pour faire monter une mayonnaise et notamment pour pousser à plus soutenir la cause israélienne dans l'opinion publique? Et il y a, je crois, un problème évident qui est celui d'une partie de la jeunesse en France, qui est souvent désœuvrée, qui n'est pas intégrée par l'école, et il y a l'inconséquence de nos gouvernants qui à la fois ouvrent grand les frontières et en même temps ne s'occupent pas du destin de ceux qu'ils ont fait venir ou de leurs enfants, puisque c'est ça qui est en cause. Il y a ensuite, je crois, effectivement la politisation du débat avec une lecture ethnicisante, effectivement. Alors, personne ne va nier l'identité ni l'origine des jeunes qui ont effectivement poignardé Thomas. Le sujet n'est pas là. La question, c'est de savoir si on traite les symptômes ou si on essaye de traiter la cause. Et effectivement, est-ce que tout ce qui nous arrive n'est pas d'abord le résultat de cette politique étrangère américaine chaotique depuis 20 ans qui a détruit les États du Proche-Orient et mis en branle d'énormes masses de population? Donc c'est peut-être à ça qu'il faut s'attaquer d'abord sur le long terme. Et d'autre part, effectivement, il est, je pense, dangereux dans le cadre du conflit actuel israélo-palestinien d'essayer de faire un rapprochement avec ce qui se passe en France, parce qu'on ne fera que jeter de l'huile sur le feu. Encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit ici, si le président de la République avait une parole ferme appelant au traitement juste des Palestiniens et à la paix au Proche-Orient, je pense que ça calmerait beaucoup les esprits en France, quelle que soit la communauté. Or, comme la politique française louvoie, suit plutôt les États-Unis sans oser le dire, ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu. On aura par ailleurs un certain nombre de difficultés sociales à venir qui, à mon avis, sont mal évaluées par le gouvernement, puisque dans la politique qu'on a évoquée, que j'ai évoquée dans le journal de l'économie du dimanche, il y a 8 jours maintenant, le gouvernement envisage un certain nombre de pistes d'économie pour 2025, et par ailleurs, différents économistes, dont Gilles Berset, qui est un proche de Macron, plaident pour une réduction de l'indemnisation
du chômage, de la durée du chômage des seniors. Alors cet objectif vise à remettre les plus de 60 ans en situation de travail et à les sortir du chômage. C'est un sujet qui, je le sais, est extrêmement sensible dans l'opinion, qui est sous-estimé par les macronistes. Bruno Le Maire a redit son intention de suivre ces préconisations de Gilles Berset, dont j'en reparlerai lors d'un journal du dimanche. Gilles Berset qui donc explique que s'il y a une difficulté aujourd'hui à atteindre le plein emploi en France, elle est d'abord due à l'excès de chômage chez les seniors, c'est-à-dire les plus de 55 ans et singulièrement les plus de 60 ans. Donc l'objectif du gouvernement va consister à obliger les plus de 60 ans à reprendre un emploi en leur coupant les vivres. Aujourd'hui, l'indemnisation du chômage des plus de 55 ans et de 5 ans, l'objectif sera sans doute de faire tomber cette durée d'indemnisation à 2 ou 3 ans pour remettre les gens en emploi. Comment on peut sentir cette attaque sur une indemnité qui paraît relativement solidaire et consensuelle en France? J'ai juste une question. Bruno Le Maire, c'est celui qui a détruit l'économie russe? Oui, celui qui nous avait promis que nous arriverions vainqueurs à Moscou il y a 2 ans maintenant. Alors, je fais le rapport avec le sujet précédent. Je pense que nous avons des politiques qui s'intéressent aux symptômes et qui essayent de traiter avec des bouts de ficelle, avec des remèdes de rebouteux. Et donc, alors on dit qu'on va vendre l'immobilier de l'État, alors qu'on sait que l'État est très mauvais pour vendre son immobilier au juste prix. On sait que on a comme ça des mesures, et là, on prend le risque de se mettre à dos ce qui est quand même une des bases de l'électorat macronien. Je crois que tout ça n'est pas très sérieux. Ça montre en fait fondamentalement le refus d'affronter les grands problèmes. On en parle souvent, cet État obèse, mais il y a beaucoup d'endroits où on pourrait faire des économies et où on ne veut pas le faire parce qu'on protège les fonctionnaires, mais on veut demander aux seniors de faire des sacrifices, etc., etc. Et donc, je pense que ça va mettre le gouvernement une fois de plus dans la panade. S'ils vont jusqu'au bout, alors iront-ils jusqu'au bout? Ils font l'équilibrisme. Tout ça me paraît peu sérieux, mais encore une fois, on a un gouvernement qui s'intéresse aux symptômes plutôt qu'aux causes profondes, et malheureusement, l'opposition est atteinte du même syndrome. On termine cette édition par quelques mots sur l'Allemagne. Olaf Scholz est à la recherche de 60 milliards. Oui, c'est une toute petite somme, 60 milliards. Et donc, en fait, que s'est-il passé? Ça n'a pas été assez relayé en France. Il y a quelques jours, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle, c'est un peu comme si c'était le Conseil constitutionnel qui avait rendu un jugement en France là-dessus, le tribunal de Karlsruhe a dit votre budget 2022, 2022, donc c'est pas celui de cette année, c'est celui de 2022, ça va pas du tout parce qu'il y avait de l'argent Covid, de l'argent de soutien aux entreprises pour le Covid, que vous avez transféré vers le fonds de soutien à la transition énergétique et ça n'a pas été fait dans les formes, c'est pas légal. Donc résultat, le gouvernement allemand se retrouve avec un budget qui donc n'était pas sincère pour 2022, et un budget qui est bancal aussi pour 2023. Et normalement, il est en train de préparer le budget 2024. Alors, c'est une crise politique majeure qui a commencé, qui affaiblit encore le chancelier Scholz. Évidemment, tout le monde commence à se disputer parce que beaucoup d'entreprises allemandes avaient compté sur les subventions du gouvernement pour passer aux énergies décarbonées. Or, là, elles se disent, mais on ne va plus les avoir, donc ça va augmenter les délocalisations vers les États-Unis ou vers la Chine. Et plus fondamentalement que ça met en cause l'autorité d'Olaf Scholz. Certains disent le gouvernement pourrait tomber. En réalité, c'est compliqué en Allemagne parce que pour faire tomber un chancelier, il faudrait avoir un remplaçant. Et je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a envie d'occuper le poste actuellement. En revanche,
Combien de temps les Verts resteront-ils dans la coalition? Est-ce qu'on va aller vers un changement de gouvernement avec la CDU, acceptant de faire une grande coalition avec les socialistes? Personne ne le sait. En tout cas, si nous avions un gouvernement fort en France, je veux dire un gouvernement qui ait de l'autorité, qui se fasse respecter en politique étrangère, eh bien, il verrait là une occasion pour renégocier un certain nombre de dossiers avec un gouvernement allemand affaibli. Bon, on en reparlera la semaine prochaine. Ne manquez pas notre entretien Église catholique le vendredi, puis nous avons quelques surprises en interview cette semaine. À très bientôt.